comment l'armée russe a progressé ces dernières heures dans Severodonetsk. Alors effectivement, la situation commence à être de plus en plus compliquée pour l'armée ukrainienne à Severodonetsk, puisque les Russes contrôleraient désormais 100% du centre-ville, entre 70 et 80% de l'ensemble de la ville, et même le gouverneur de la région, eh bien, il a reconnu que ces hommes avaient dû battre en retraite et notamment abandonner temporairement le centre-ville. Pourquoi temporairement? Et c'est important de le préciser, parce que les combats se poursuivent actuellement dans la ville, comme on peut le voir sur ces vidéos. Alors elles datent de quelques jours, mais on imagine que les combats sont de cette même ampleur, des combats notamment de Russes qui donnent l'avantage aux Ukrainiens, parce que bien évidemment ils connaissent par cœur cette ville, mais c'est quasiment le seul avantage pour les Ukrainiens, puisque le rapport de force leur est très défavorable. On compte actuellement 10 soldats russes pour un seul soldat ukrainien, d'autant plus que les Ukrainiens manquent de munitions. Ils sont limités à 70 tirs par jour. La situation est extrêmement compliquée dans la ville, d'autant plus bien que les Russes seraient parvenus à détruire 3 ponts qui relient Severodonetsk à la ville voisine de Lysychansk. Alors, la ville serait isolée, mais pas totalement coupée du reste du pays, selon les autorités locales qui se sont exprimées il y a seulement quelques instants sur la question. Mais évidemment, ces ponts coupés, ça va empêcher d'abord le ravitaillement en matériel, en munitions, mais aussi en vivres pour les personnes qui se trouvent encore dans la ville. Dans l'usine Azot, c'est 500 civils qui seraient toujours abrités, dont 40 enfants. Les combats, là aussi, se poursuivent dans l'enceinte de ce bâtiment. Des combats particulièrement violents, comme on le voit par exemple sur cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Les Russes appellent désormais les Ukrainiens soit à se rendre, soit à mourir. Il n'y a pas d'autre option. Voilà la déclaration du représentant des séparatistes pro-russes dans le Donetsk. Pourquoi l'enjeu est capital? Pourquoi il faut prendre à tout prix Severodonetsk? Eh bien, tout simplement puisque prendre Severodonetsk, ça permettrait aux Russes de s'avancer plus aisément vers la ville de Sloviansk et celle de Kramatorsk, qui sont devenus vraisemblablement les nouveaux objectifs russes. La difficulté, elle reste la même. Traverser ce fleuve, la rivière Donetsk. On sait que les Russes ont eu beaucoup du mal depuis le début de cette guerre à traverser les rivières. Ils pourraient décider de contourner cette difficulté, puisqu'ils pourraient tout simplement remonter vers le nord, là où ils se trouvent, puis s'avancer vers Sloviansk et Kramatorsk, ce qui évidemment poserait problème, puisque ça isolerait encore plus la ville de Severodonetsk. Oui, la question qui se pose ce matin, merci beaucoup Nivine, c'est de savoir si vraiment Severodonetsk est isolé ou pas. Et je me tourne vers notre député qui est connecté avec nous en direct sur LCI depuis l'Ukraine. Les forces russes ont annoncé avoir détruit le 3e pont reliant Severodonetsk à la ville voisine de Lysychansk et estime que désormais les Ukrainiens dans la ville sont bloqués et que Severodonetsk est coupé du monde. Les autorités locales disent que c'est faux, que la ville n'est pas bloquée et qu'il reste encore des voies de communication. Qu'en est-il selon les informations dont vous disposez? Bonjour. Oui, ces détails sont très importants. Mais il est important que les spectateurs en France comprennent que la Russie perd la 2e étape de la guerre. La première étape, c'était lorsqu'il voulait occuper l'Ukraine très vite et a subi l'échec total. Fin avril, la Russie a concentré toutes ses forces. Je vous souligne, toutes ses ressources sur l'orientation de Donetsk, sud-est de l'Ukraine, pour occuper les territoires des régions de Donetsk et de Lugansk. Aujourd'hui, on est le 14 juin. Toute l'armée russe, malgré tous leurs efforts, ne peuvent pas obtenir le résultat significatif. Bien sûr, les combats sont sanglants. Bien sûr, l'Ukraine subit des pertes
importante. Les Russes gardent toujours leur dessus par rapport au nombre. Mais lorsque vous dites que les Ukrainiens connaissent bien la localité, ce n'est pas le seul atout. L'atout de nos soldats, c'est de combattre jusqu'à la mort pour défendre son pays. Cette motivation est absente dans l'armée russe. C'est pour cela que les combats continuent pour Severodonetsk. C'est pour cela que l'Ukraine maintient toujours une partie de la ville. Mais l'artillerie, la puissance de l'artillerie russe est immense. Et si l'Europe souhaiterait baisser la valeur de pertes portées par cette guerre pour l'Europe elle-même, il faut soutenir l'Ukraine. Nous avons besoin de près d'1000 obusiers, 500 chars, 2000 blindés et près de 300 systèmes de multi-lanceurs. Si nous obtenons ce prochain mois ces munitions, nous serons en parité par rapport aux forces de l'armée russe, parce qu'actuellement, l'objectif stratégique, ce n'est pas seulement contenir l'offensive russe, mais il faut se préparer à une contre-offensive pour libérer le territoire ukrainien, parce que seulement cela qui peut mettre la fin à la guerre en Europe. Vous nous dites que la puissance de l'artillerie russe est immense et vous vous adressez aux Occidentaux pour demander des armes très précises. Est-ce que vous pouvez tenir jusque-là à Severodonetsk ? Avant toute autre chose, sachez que l'Occident aide non seulement l'Ukraine, mais l'Occident aide à soi-même, à tous les pays membres de l'Europe et aux États-Unis, parce que chacun, en aidant l'Ukraine, combat pour ses propres intérêts également. Mais bien sûr, l'aide de l'Occident arrive un peu en retard. Autre chose, l'armement que nous recevons est très différent. Des types sont tellement multiples que nous perdons le temps pour l'apprentissage. Bien sûr, l'armement arrive actuellement, mais d'une part, pas en nombre suffisant, d'autre part, le temps d'apprentissage est incompressible. C'est pour cela les prochaines semaines, peut-être même prochains mois, seront sanglants et extrêmement difficiles. Et la Fédération de Russie comprend qu'avant fin d'été, il faut qu'ils obtiennent un objectif militaire significatif. Autrement, l'armée russe ne pourra pas tenir en Ukraine en début de l'automne. Nous vous garantissons que nos soldats vont combattre jusqu'à la fin. Nous avons suffisamment de ressources humaines et on a d'autres ressources, mais nous ne pouvons pas être en défensive sans fin, sans continu. C'est pour cela qu'il faut préparer la contre-offensive. Et la durée de la guerre et le nombre de victimes dépend en direct de l'aide, de cette aide coude à coude avec tous nos alliés européens. Je voudrais vous faire réagir, monsieur le député, à ce qu'ont dit les séparatistes pro-russes qui affirment que les Ukrainiens sont désormais bloqués à Severodonetsk. Pour le chef des séparatistes, les soldats ukrainiens n'ont pas d'autre option que de se rendre ou mourir. Écoutons-le. Северодонецк фактически уже блокирован после того, как вчера они подорвали последний мост, который соединял с Лисичанском, поэтому те воинские подразделения украинские, которые там остались, они остались там уже навсегда. У них два варианта. Или последовать примеру своих сослуживцев и сдаться, или умереть. Другого варианта там не будет. Il n'y a pas d'autre option, dit-il. Est-ce que c'est vrai selon vous ? Avant tout, ne les nommez pas séparatistes. C'est une armée d'occupation de la Fédération russe qui a effectué une invasion illégale sur le territoire ukrainien. Autre chose, ne croyez jamais à l'information et à la propagande russe. Je veux vous faire rappeler que pendant le mois de mars et avril, au moins 15 fois, ils ont annoncé d'avoir pris Mariupol, tandis
dit qu'ils ne l'ont fait qu'à la fin du mois de mai, lorsque les soldats ukrainiens n'avaient plus de munitions pour se défendre. C'est pour cela que toutes les informations en provenance russe doivent être prises sceptiquement. Et je peux affirmer une seule chose, que comme partout sur la ligne de front, l'armée ukrainienne fera tout son possible pour se défendre, pour contenir les offensives de l'ennemi. Et d'autre part, nous attachons une grande valeur à chaque vie humaine de chaque notre soldat ukrainien. Et c'est pour cela, lorsque la menace à la vie de nos soldats sera directe et nous ne pourrons pas faire autrement, on va trouver les solutions pour les sauver. Avant tout, on va sauver les vies de nos gens. C'est pour cela que les combats, pour l'instant, continuent à Severodonetsk. Les Russes ne le contrôlent pas encore. L'Ukraine continue de le défendre. Emmanuel Macron sera ce soir en Roumanie pour une visite en Europe de l'Est. Demain, il sera en Moldavie, sur la route qui mène à l'Ukraine. Est-ce que vous souhaitez qu'il se rende à Kiev ou à Odessa, qui est un port miné qui souffre du blocus imposé par l'armée russe? Et s'il vient, que doit-il annoncer? Avant tout, je demande aux spectateurs de comprendre que la possibilité ou l'impossibilité de la visite de M. Macron en Ukraine, c'est une approche tout à fait normale dans les conditions de la guerre. Toutes les visites des premières personnes de l'Europe à Kiev étaient toujours tenues secrètes. Et on ne peut pas garantir autrement la sécurité de nos invités. Comme vous le savez, il y a beaucoup de leaders européens et mondiaux qui ont visité l'Ukraine depuis 100 jours. Et ce n'est pas seulement le symbole de soutien à l'Ukraine, mais aussi c'est la confirmation d'être prêt de combattre le fascisme russe ensemble. Et oui, je considère que pour M. Macron et Olaf Scholz et le premier de l'Italie, il est important d'être à Kiev, parce que Kiev, pour aujourd'hui, est un centre de fête de la démocratie européenne. L'avenir de l'Europe est construit à Kiev. Et les leaders tellement puissants comme les leaders de France ou d'Allemagne ou d'Italie doivent faire au moins une visite pour démontrer qu'ils sont côte à côte avec l'Ukraine. J'espère beaucoup que la lutte interne politique qui se déroule en France lors des élections parlementaires n'empêchera pas le président Macron de confirmer sa décision ferme de lutter pour les intérêts de la France et pour les intérêts de l'Europe. Il paraît que la Grande-Bretagne devient leader du continent européen, malgré qu'elle était non membre de l'Union européenne. Moi, je souhaiterais que Macron soit leader et qu'il puisse démontrer son courage dans la lutte contre le fascisme russe. Il ne peut pas avoir de compromis ici. Nous devons combattre et vaincre ensemble. Voilà, l'appel est de nouveau lancé à Emmanuel Macron. Les autorités ukrainiennes souhaitent qu'il se rende en Ukraine. Merci beaucoup à Andriy Ozadchuk, député ukrainien de Kiev, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions en direct sur LCI. Merci infiniment. On va évidemment revenir sur ce que ce député vient de dire concernant un éventuel déplacement d'Emmanuel Macron en Ukraine. Mais d'abord sur la situation à Severodonetsk. Et j'en profite pour saluer la présence d'Irena Karpa. Bonjour, écrivaine ukrainienne basée à Paris qui nous a rejoint sur ce plateau. Il dit « Nos soldats vont combattre jusqu'à la fin ». Et justement, est-ce que la fin est proche pour les Ukrainiens à Severodonetsk ? Il faut prendre ça avec prudence, comme le dit le député. C'est vrai que combien de fois on a entendu que la chute de Severodonetsk était imminente, la chute de Mariupol imminente, et finalement, les soldats ukrainiens ont réussi à tenir. Donc, ce n'est peut-être pas, c'est certainement pas une question d'heure. Les Ukrainiens tiennent toujours, sont toujours présents à Severodonetsk, notamment dans l'usine chimique d'Azot, qui est un immense complexe
complexe industriel que l'on voit là. Les Russes tiennent les quartiers résidentiels, mais les Ukrainiens sont bien encore à l'intérieur de cette usine. C'est une grosse poche de résistance tout de même. Ça représente 6 km². Donc oui, c'est une grosse poche de résistance qui est bombardée, mais où les Ukrainiens et les civils ukrainiens, certains civils ukrainiens, ça c'est très important, sont retranchés. Ce qui est en train de compliquer la tâche des soldats ukrainiens, ce sont les ponts qui ont sauté le long de cette rivière Donetsk. Ça c'est ce qu'annoncent, c'est ce que disent les autorités ukrainiennes, et qui évidemment, tout ça va compliquer énormément le ravitaillement des troupes qui se battent à l'intérieur. Mais bon, la partie n'est pas encore complètement jouée, même si il ne faut pas se leurrer, le déluge de feu qui s'abat sur toute cette poche du Donbass rend les choses extrêmement compliquées. On a un rapport de 1 à 10 en termes d'artillerie. C'est dire la complexité de tenir, même si les Ukrainiens disent qu'ils vont se battre jusqu'au bout. Ce qu'il va falloir trouver comme solution, et c'est ce qu'essayent de voir aussi les Ukrainiens en ce moment, c'est ces corridors, la mise en place d'un possible corridor pour évacuer ces civils. Mais on sait, et on l'a vu à Mariupol, combien il est difficile de mettre en place ces évacuations. Il y a eu des tentatives de mise en place de couloirs humanitaires. Ce déluge de feu s'abat sur la ville. Irina Karpa. Oui, tout à fait. Juste pour donner les chiffres, il y a environ 500 civils, dont 40 les enfants, ce qui n'empêche pas aux Russes de bombarder les quartiers résidentiels avec l'artillerie de gros calibre. Mais en fait, ce qu'on pense en Ukraine, c'est que les Russes, ils n'ont pas de moyens de tourner cette histoire de succès local, de soi-disant prise de Severodonetsk, en quelque chose de plus conséquent, parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ils s'épuisent. Donc là, pour ce moment, il y a vraiment beaucoup de combats des rues, mais l'armée russe, elle perd. Là, je parle à mes amis qui sont sur le front, pas à Severodonetsk, mais ils disent qu'en fait, ils perdent les moyens. Même leur boîte médicale des Russes, et ils ont le coton qui date de 1956, par exemple. Mais ce qui est terrible, que là, tout l'Est... En fait, l'Est, sud-est de l'Ukraine, c'est un énorme polygone où on essaye l'armement. Mais du côté russe, c'est l'armement qui est absolument vieux et parfois c'est interdit. C'est comme à Donetsk qu'il essaye, qu'il bombe, même les villes déjà occupées, il les couvre avec des bombes supersoniques, ce qui est interdit. Donc là, il faut attirer l'attention. Mais ce qui est bien en soi, que l'armée russe s'épuise là-bas. Ce qui est mal, que nous aussi, on s'épuise. Et vous m'avez demandé, donc là, je sais qu'on parle maintenant de l'effet de domino. Non, l'armée ukrainienne tient, ils vont tenir jusqu'au bout. Ils font tout ce qu'on peut, parce qu'on a tous l'intention de les repousser. Mais comme me disent les militaires, que c'est que pour nous, les civils, il y a des petits joies, d'accord, on contre-attaque et tout. Là, pour eux, c'est chaque fois ils perdent leurs amis. Chaque fois, ça c'est incroyable. Et donc là, je veux bien sortir ces histoires particulières de la statistique, parce qu'on parle toujours des milliers de gens. Mais vraiment... Ce que vous dites, c'est que comme l'armée russe est en train de s'épuiser à Severodonetsk, il n'est pas évident que si jamais elle remporte une victoire dans cette ville, qu'elle puisse conquérir d'autres villes du Donbass, notamment Lysychansk. Oui, ils s'épuisent. Et en même temps, par exemple, l'armée ukrainienne, elle bouge, elle repousse, elle contre-attaque dans la région de Kherson. On n'en parle pas beaucoup, mais ils sont à 10 km de Kherson. C'est soi-disant la république autoproclamée qu'ils veulent faire les Russes. Ils veulent faire un référendum, mais nous, on garde l'espoir que ce sera l'armée ukrainienne qui va voter. Ils ne vont pas voter avec des bulletins. Je reviens juste vers les histoires des militaires, parce qu'on me pose souvent les questions sur la présence d'esprit, etc., etc. C'est pas romantique du tout. Ils sont les professionnels, ils font leur boulot. Quand je demande comment vous faites pour subir les morts de vos amis, ils disent ça, c'est notre boulot, c'est tout. Et ça, c'est ce que nous impressions aussi. Et voilà, j'ai perdu ma pensée, parce que parfois ça nous dépasse quand même. Bien sûr. Et puis c'est très compliqué de comprendre la situation sur place, Vincent, parce que ce matin, les forces russes disaient la ville est coupée du monde, on a détruit le troisième pont qui reliait Severodonetsk à Lysychansk, et aujourd'hui, les autorités ukrainiennes sur place nous disent non, mais il y a encore des voies de communication. C'est ce que vous nous avez dit d'ailleurs.
Il y a cette hypothèse, encore une fois, d'une passerelle qui serait praticable pour des humains à pied et non pas pour des véhicules lourds et semi-lourds, même après la destruction du dernier des 3e ponts en dur. Bon, les discours sont très normés de part et d'autre. Un député ukrainien, un acteur politique, ne peut pas, évidemment, acter ce qui serait une perte symbolique et opérationnelle assez lourde. Donc il est normal qu'il tienne le discours qui est le sien. Et de l'autre côté, les Russes ont évidemment revendiqué des triomphes militaires très, très aléatoires. Le véritable enjeu en termes militaires, c'est moins aujourd'hui le sort de Severodonetsk que le coup d'après. C'est-à-dire, est-ce que les Russes ont la capacité, et je dirais aussi le savoir-faire nécessaire pour franchir la rivière Donetsk et avancer notamment vers le saillant de Kramatorsk. Et là, on sait que en matière topographique, il y a côté ukrainien un atout indéniable. Lysychansk est riche en promontoires naturels qui permettent de mettre en place un système défensif assez agressif pour le coup, en pilonnant en contrebas la vallée et en entravant l'avancée éventuelle de moyens lourds russes. Donc je crois que, indépendamment encore une fois de la portée symbolique d'une victoire réelle ou fantasmée revendiquée, le plus important aujourd'hui, c'est d'abord de ne pas sacrifier des soldats d'élite qui peuvent être très utiles demain, et d'organiser précisément une forme de piège. Alors un piège qui n'a rien d'une surprise, hein, c'est parfaitement attendu, c'est même très classique comme dispositif, qui en fait interdisent aux Russes de déferler vers leur prochaine cible, ce qui me paraît être une hypothèse tout à fait improbable. Et on voit à l'image des images de Lysychansk, qui est cette ville qu'on dit jumelle de Severodonetsk et qui a été bombardée hier. Général. Bon, ce qui est certain, c'est que les Russes prendront peut-être Severodonetsk, mais les Russes patinent. Les Russes patinent, ça n'est pas une victoire facile. C'est une victoire qu'ils annonçaient pour il y a quelques jours, qu'ils n'ont toujours pas réussi à prendre cette ville, ce qui prouve qu'ils ont des grosses difficultés. Ça prouve une chose sur le plan militaire, moi c'est une chose qui me fascine, c'est qu'ils ont perdu une certaine forme de liberté d'action. La liberté d'action, c'est la capacité de manœuvrer, grosso modo. C'est-à-dire, voilà, et pour ça, il faut de la masse et il faut des réserves. Et visiblement, ils sont corne contre corne au centre-ville et ils n'ont pas d'autre possibilité que d'établir ce rapport de force avec de l'artillerie pure, ce qui tente à prouver qu'ils ont quand même des problèmes avec leur infanterie, avec les blindés. Alors les blindés, ça va pas très très bien dans les centres-villes, mais qu'ils ont quand même un très gros problème de masse de troupes. La deuxième chose qui me fascine également, c'est qu'il n'y a aucune tentative russe de fermer la NAS qui partirait grosso modo de Siversk au nord, Soledar ou à peu près Sloviansk, etc. Vous voyez, là, pour couper l'axe logistique qui amène vers Lysychansk et Severodonetsk, qui tente à prouver qu'actuellement, ils ont engagé toutes leurs forces dans la ville et qu'ils ne sont pas capables de faire autre chose. Voilà, donc ils auront peut-être le gain de la ville, mais là où je vous rejoins totalement, c'est que le gain de la ville n'est absolument pas le gain du Donbass, parce que franchir le Donetsk, ça sera autre chose, et que ça ne va pas leur ouvrir la porte vers Kramatorsk dans la foulée. Je pense que les combats continueront et que les Russes, les Ukrainiens ont encore pas mal d'atouts dans leur poche, notamment en établissant des combats dans la profondeur, ce qu'ils savent faire depuis très longtemps et depuis 2014. Vous restez avec nous à suivre ces déclarations troublante et inquiétante d'un ancien Premier ministre de Vladimir Poutine, Mikhail Kasyanov, qui affirme que Poutine n'est plus lui-même, pas sur un plan médical, mais sur un plan politique. Qu'est-ce que ça nous dit de la suite du conflit en Ukraine? Nous allons en débattre et nous allons également vous montrer ce reportage exceptionnel dans l'entraille d'Azovstal. Pour la première fois, des journalistes ont pu entrer dans les souterrains de l'usine, encadrés par l'armée russe qui contrôle la ville. A tout de suite.